Bonjour, je suis Dr Sawsan Antit et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cet épisode portant sur le dépistage et le diagnostic de l'hypertension artérielle avec deux experts éminents en hypertension artérielle, le professeur Layla Abid et le professeur Wissem Zdiri. L'hypertension artérielle constitue un problème majeur de santé publique. C'est un facteur de risque cardiovasculaire majeur responsable d'une lourde morbimortalité. En effet, cette pathologie est le plus souvent asymptomatique. Elle est dépistée fortuitement lors des programmes de dépistage national ou bien lors de la mesure systématique de la pression artérielle au cabinet médical. Professeur Abid, à partir de quel âge faut-il dépister l'hypertension artérielle? Effectivement, Sawsan, l'hypertension artérielle, sa prévalence ne cesse d'augmenter et on la considère comme le tueur silencieux parce que c'est une pathologie qui est généralement asymptomatique et d'où l'intérêt de notre guide pratique de prise en charge de l'hypertension artérielle élaboré par la Société tunisienne de cardiologie chirurgie cardiovasculaire en collaboration avec l'INEAS et les autres instances pour harmoniser la prise en charge de nos patients hypertendus et dépister précocement cette hypertension artérielle pour prévenir les complications cardiovasculaires. Alors, qui sont les patients chez qui on doit dépister l'hypertension artérielle? Eh bien, la réponse est simple. Chez tous les adultes doivent bénéficier d'un dépistage de l'hypertension artérielle, particulièrement chez les sujets âgés de plus de 30 ans, surtout s'ils ont des facteurs de risque cardiovasculaire ou s'ils sont issus d'une famille hypertendue, parce que si vous avez un parent proche dans votre famille qui est hypertendu, votre risque est multiplié par 2 de développer l'hypertension artérielle. À quel rythme faut-il dépister l'hypertension artérielle? Effectivement, Sawsan, je rappelle qu'on définit l'hypertension artérielle par une pression artérielle systolique qui dépasse les 140 mm de mercure et ou une diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Mais qu'en est-il pour les patients qui ont des chiffres normaux ou des chiffres optimaux? Et donc, dans notre guide, vous allez trouver ces algorithmes qui vous simplifient le rythme de dépistage des patients, des adultes. Et là, si vous avez une pression artérielle optimale inférieure à 120/80, on vous conseille de répéter la mesure au moins tous les 5 ans. S'il s'agit d'une pression artérielle normale, c'est-à-dire une systolique entre 120 mm de mercure et une diastolique entre 80-84 mm de mercure, c'est recommandé de répéter les mesures au moins tous les 3 ans. Mais regardez, lorsqu'il s'agit de pression normale haute, qu'on définit par une pression artérielle systolique entre 130 et 139 et une diastolique entre 85-89 mm de mercure, dans ce cas-là, il faut répéter la mesure au moins une fois par an et aussi, pourquoi pas, penser à demander la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Je vous présente le cas de M. Lotfi qui est âgé de 59 ans, qui est tabagique avant Pakéané, qui s'est présenté lors d'un programme de dépistage d'HTA et chez qui on découvre des valeurs tensionnelles de 155 sur 95 mm de mercure, une fréquence cardiaque à 84 cycles par minute. Professeur Zdiri, est-ce qu'on peut confirmer le diagnostic d'HTA chez M. Lotfi? En général, le diagnostic d'une hypertension artérielle ne doit jamais se poser sur les chiffres de la pression artérielle obtenue lors d'une seule consultation. Exception faite, lorsque les chiffres de la pression artérielle sont considérablement élevés ou lorsqu'il y a une évidence d'une atteinte des organes cibles ou de lésions vasculaires ou rénales. Pour tous les autres patients, il faut répéter les consultations avant de confirmer le diagnostic d'une hypertension artérielle. Combien de mesures faut-il faire, professeur Zdiri, pour confirmer le diagnostic d'HTA? Le nombre et l'intervalle des visites doivent être adaptés à la gravité de la maladie hypertensive. Si le niveau tensionnel est très élevé ou si le risque cardiovasculaire est très élevé, l'intervalle doit être raccourci à quelques jours ou à une semaine. A l'inverse, si l'hypertension est grade 1 ou lorsque le risque cardiovasculaire est faible, sans atteinte des organes cibles, cet intervalle peut être étendu jusqu'à 3 mois.
À part les mesures répétées de la pression artérielle, existe-t-il d'autres moyens pour confirmer l'HTA, professeur Rabi? Dans notre guide pratique de prise en charge d'HTA à Saoussane, on a insisté sur l'intérêt de la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Et là, pourquoi? Parce qu'en regardant notre registre tunisien national sur l'hypertension artérielle, mené par la Société tunisienne de cardiologie, chirurgie cardiovasculaire, Nature HTN, on trouve que uniquement 2,5% des patients ont un appareil d'automesure à domicile pour mesurer leur pression artérielle et uniquement 6,3% des patients ont bénéficié d'une MAPA. Donc vous voyez, ce sont vraiment des chiffres trop bas devant l'intérêt majeur que peut apporter la mesure ambulatoire de la pression artérielle, qui sont essentiellement au nombre de deux, l'automesure ambulatoire à domicile, mais aussi à la mesure ambulatoire de la pression artérielle, la MAPA, qu'on appelle classiquement l'holtère tensionnel. Effectivement, professeur Abid, il s'agit de moyens de mesure très intéressants pour confirmer le diagnostic d'HTA. Concernant l'automesure, est-ce que les valeurs seuil sont les mêmes que la mesure au cabinet et quels sont les avantages apportés par cette méthode? Saoussane, par rapport aux mesures de la pression artérielle au cabinet qu'on définit, comme on l'a dit tout à l'heure, supérieure à 140 pour la systolique et supérieure à 90 mm per mercure pour la diastolique, les valeurs qu'on mesure par l'automesure à domicile, ils sont plus basses. Et donc, on parle d'hypertension artérielle si la pression artérielle systolique supérieure ou égale à 135 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 85 mm de mercure. Alors, quel est l'intérêt ou l'avantage de l'automesure? Effectivement, par rapport, bien sûr, à la mesure de la pression artérielle au cabinet, donc le grand avantage qu'elle nous permet d'avoir des mesures reproductibles de la pression artérielle et elle est prédictive des atteintes d'organes cibles et même de la morbimortalité cardiovasculaire. Il y a même une méta-analyse qui a montré que l'automesure pourrait avoir un effet bénéfique sur l'observance thérapeutique, puisque le patient il sera actif, il sera le centre de la prise en charge de son hypertension artérielle et donc on va avoir une meilleure observance et aussi elle pourrait avoir un effet bénéfique dans ce cas sur l'équilibre tensionnel. Mais attention, il ne faut pas passer à l'obsession, c'est-à-dire il faut bien guider notre patient dans la prise en charge de sa pression artérielle par l'automesure à domicile. Il faut aussi éduquer le patient sur l'intérêt de la mesure de la pression artérielle le matin, avant le petit-déj et avant de prendre le traitement. C'est très important. Le soir aussi, entre le dîner et le coucher. Et comme je l'ai dit, il faut que ça soit 3 jours de suite. Et il va inscrire les chiffres tensionnels sur ce relevé des chiffres de pression artérielle. Et après, donc, on va avoir la moyenne et il va la présenter à son médecin traitant donc pour qu'il prenne la décision nécessaire. Et concernant la MAPA, professeur Osdili, quelles sont les valeurs seuil et quels sont les avantages de cette méthode? La mesure ambulatoire de la pression artérielle permet de fournir une moyenne des chiffres tensionnels sur les 24 heures, mais également et séparément la moyenne diurne et la moyenne nocturne. De cette façon, nous définissons l'hypertension artérielle lorsque la pression artérielle moyenne des 24 heures atteint ou dépasse les 130 mm de mercure pour la systolique, atteint ou dépasse les 80 mm de mercure pour la pression artérielle diastolique. Pour la période diurne, les valeurs seuil sont respectivement 135 et 85 pour la systolique et la diastolique. Les chiffres retenus pour le diagnostic de l'hypertension artérielle sont plus bas lorsqu'on tient compte de la période nocturne, puisque les seuils sont à 120 mm de mercure pour la systolique et 70 mm pour la diastolique. Les appareils sont programmés pour prendre automatiquement la pression artérielle toutes les 15 à 30 minutes en période diurne et en général toutes les heures en période nocturne. En plus, la MAPA nous permet d'étudier le cycle nictéméral de la pression artérielle. De cette façon,
nous obtenons plusieurs profils. Le profil physiologique, à savoir le patient va présenter une baisse physiologique de 10% au moins de la pression nocturne par rapport à la pression diurne. Des profils pathologiques peuvent être également dépistés, à savoir l'extrême d'hyper, lorsque la baisse nocturne relative dépasse les 20% par rapport à la pression diurne. Les non-d'hyper, ceux qui gardent un niveau tensionnel élevé la nuit, donc une baisse qui ne dépasse pas les 10%, et à l'opposé également, des patients à haut risque, c'est les risers, ceux qui ne baissent pas, mais au contraire augmentent la pression artérielle la nuit. Il faut enfin dire que la MAPA est plus corrélée que la pression artérielle mesurée en clinique aux événements cardiovasculaires et à l'atteinte des organes cibles. Merci pour ces clarifications, professeur Ozdiri. Je passe maintenant à professeur Abid. Quelles sont les principales indications de la mesure ambulatoire de la pression artérielle? Merci Sousan pour cette question très intéressante parce qu'effectivement il y a plein d'indications à la mesure ambulatoire de la pression artérielle, l'automesure ou la MAPA, mais je vais insister sur deux indications plus fréquentes et très importantes où les deux moyens de mesure ont toute leur place pour vraiment affiner le diagnostic de ces deux entités. Et je commence bien sûr par l'hypertension artérielle blouse blanche, qui se voit essentiellement chez des sujets émotifs, anxieux, trop stressés, ce qu'on appelle les gens neurotoniques. Ça peut se voir chez les sujets jeunes, mais aussi chez les sujets âgés. Et on l'a défini par le fait que la pression artérielle mesurée au cabinet ou à la consultation, elle est élevée. Elle dépasse les 140 mm de mercure pour la systolique et ou 90 mm de mercure de la diastolique, mais la pression artérielle ambulatoire, elle est normale. Et donc cette discordance entre la mesure à la consultation et la mesure ambulatoire nous fait penser au diagnostic de l'HTA blouse blanche, surtout si on se trouve devant un patient, comme je l'ai dit, neurotonique. On l'évoque aussi devant, comme je l'ai dit, l'écart important des mesures réalisées par les différents médecins. Et on l'évoque aussi généralement devant une HTA modérée, grade 1, résistante aux divers traitements proposés. Et une remarque très importante, si on fait le diagnostic de cette HTA blouse blanche, aussi bien par l'automesure ou par le MAPA, il ne faut pas lâcher ces patients-là parce que ce sont des patients à haut risque de développer à long terme l'hypertension artérielle. Donc il faut en moyenne les surveiller tous les 6 mois à 1 an. Il y a aussi notre indication majeure de la mesure ambulatoire de la pression artérielle, c'est l'hypertension artérielle masquée. Elle est prévalente, elle n'est pas rare, c'est 9 à 17% dans la population générale. Et on l'a défini aussi, c'est une situation où il y a une discordance entre la mesure ambulatoire de la pression artérielle et la mesure clinique de la pression artérielle. Et c'est l'inverse de l'HTA blouse blanche, c'est-à-dire on va trouver des valeurs normales de pression artérielle mesurées au cabinet ou à la consultation. Par contre, on va trouver des valeurs élevées de pression artérielle mesurées en ambulatoire à la MAPA ou à l'automesure. Donc, cet HTA masqué, on doit l'évoquer surtout chez les patients diabétiques. Et ça se voit dans 18 à 47% des patients diabétiques. Il faut aussi la suspecter. Et ça, c'est très important. Si vous avez un patient qui a une atteinte d'organe cible et vous mesurez la pression à la consultation, vous la trouvez normale, il faut penser à l'HTA masqué qui a retenti sur les organes cibles, à savoir si vous trouvez un patient qui a de l'HVG et vous n'avez pas d'explication, il n'y a pas de rétrécissement aortique, vous trouvez des chiffres tensionnels normaux. Donc attention, ça peut s'agir de l'HTA masqué, ou si on a une microalbuminurie qui n'est pas expliquée, ça peut être aussi de l'HTA masqué qui a retenti sur le rein. Donc devant la présence d'atteinte organe cible, il faut penser à évoquer l'HTA masqué et demander les moyens d'automesure. Cette HTA masqué aussi, il est fréquent dans l'HTA familiale, chez les obèses, chez les insuffisants rénaux, c'est une particularité pour les insuffisants rénaux, pour les diabétiques, comme je l'ai dit, et aussi dans les professions qui sont stressantes. Et là, comme l'a démontré tout à l'heure mon ami professeur Wissem Zdiri, l'HTA masqué, elle peut être
de l'HTA nocturne, c'est-à-dire à la consultation, la pression artérielle est normale, mais généralement, on la trouve à la MAPA en trouvant cette HTA nocturne. Donc, l'avantage majeur de l'automesure et de la MAPA, c'est de permettre le diagnostic de l'HTA blouse blanche et l'HTA masquée. Existait-il d'autres avantages ou inconvénients pour chaque méthode, professeur Zdiri? L'automesure offre un avantage indéniable, à savoir son coût relativement bas et de ce fait une grande disponibilité. Cette automesure permet d'obtenir des chiffres tensionnels plusieurs fois par jour, sur plusieurs jours, et donc nous apporter une information sur la variabilité tensionnelle, élément pronostic indépendant. Cependant, l'inconvénient majeur de l'automesure est l'absence de chiffres nocturnes, information apportée et avantage majeur de la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Dans tous les cas, il faut concevoir ces deux méthodes comme étant complémentaires et non exclusives. Merci, professeur Zdiri, pour ces clarifications. Je passe à professeur Abid. Une fois on confirme le diagnostic d'HTA chez M. Lotfi, quel est le bilan à demander chez ce patient? Saousan, effectivement, il y a un bilan initial à demander chez tout patient hypertendu et c'est vraiment le bilan minimal à demander chez tout patient hypertendu, à savoir l'hémoglobine et l'hématocrite, la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée, C. Pourquoi? La réponse qui se pose, parce que les études l'ont démontré et même notre propre registre national d'hypertension artérielle Nature HTN, on a trouvé une association fréquence de l'HTA et du diabète donc aux alentours de 30%. Donc chez tout patient hypertendu, il faut chercher le diabète. Il faut kif demander un bilan lipidique parce que kif l'association hypertension-dyslipidémie est fréquente, à savoir le taux de triglycérides, le cholestérol total, mais surtout le taux de LDL cholestérol. Il faut aussi demander un ionogramme sanguin, mais surtout on insiste sur le potassium, la kaliémie. Pourquoi? Parce que parfois l'hypokaliémie, elle peut cacher une hypertension artérielle secondaire. Et donc, il ne faut pas passer à côté d'une HTA secondaire. Et deux, vous le savez tous, que parmi les médicaments hypotenseurs ou anti-hypertenseurs, il y a ceux qui donnent de l'hypokaliémie. Donc, c'est vraiment du systématique, la kaliémie, chez un patient hypertendu avant d'initier le traitement. Un autre bilan biologique qu'on doit demander aussi, c'est la TSH. Et là, effectivement, c'est la particularité de notre guide pratique de prise en charge d'hypertension artérielle. On ne le trouve pas dans les autres recommandations européennes ou américaines. On l'a discuté en fait avec nos amis endocrinologues et en fait pour eux, et même pour nous, l'association hypo-hyperthyroïdie est fréquente avec l'HTA et même ça peut être la cause de l'hypertension artérielle. Donc on a opté de façon consensuelle de mettre le dosage de TSH de façon systématique chez tout patient hypertendu. L'acide urique et transaminase, si disponible, bon, pourquoi? La même chose parce que, vous savez, les effets secondaires de certains traitements tels que le diurétique, l'hyperuricémie, les transaminases, parce que parfois on est amené à prescrire des statines chez les patients à haut risque et très haut risque cardiovasculaire. Vous allez le voir dans un autre rendez-vous avec l'Educational Channel. La créatinine plasmatique et les débits de filtration glomérulaire, c'est vraiment indispensable. L'étude de la fonction rénale chez tout patient hypertendu et l'analyse des urines, soit l'examen microscopique, soit le dosage ou la recherche de la protéinurie par bandolette réactif. Idéalement, c'est le rapport albumine-créate. Et enfin, l'électrocardiogramme 12 dérivation, c'est un examen systématique chez tout patient hypertendu. Parmi les examens que j'ai cités qui entrent dans le cadre du bilan initial de tout patient hypertendu, il y a des examens aussi qu'il faut les faire de façon systématique aussi chez tout patient hypertendu. Pourquoi? À la recherche d'atteinte des organes cibles, parce que comme vous le savez, la recherche de l'atteinte des organes cibles, c'est une étape primordiale de toute prise en charge d'un patient hypertendu, parce qu'un patient qui a une atteinte d'organes cibles, il sera considéré à haut risque et donc ça peut dicter et même changer la stratégie thérapeutique. Alors, quels sont les examens à faire systématiquement à la recherche des organes cibles?
l'ECG 12 dérivations, essentiellement à la recherche de l'hypertrophie ventriculaire gauche, mais aussi des troubles de rythme cardiaque, ou pour étudier aussi la fréquence cardiaque, un paramètre très important à évaluer et à étudier chez les patients hypertendus. Le rapport albumine-créatinine urinaire, c'est surtout pour la recherche d'une atteinte rénale, la néphropathie, une microalbuminurie qui témoigne d'une atteinte voire infraclinique, et aussi le dosage de la créatinine sanguine, mais aussi il faut calculer le débit de filtration glomérulaire pour à la recherche de l'atteinte rénale. Le fond d'œil, il est indiqué en cas de rétinopathie, à la recherche de rétinopathie hypertensive, en particulier donc en cas de HTA grade 2 et grade 3. Pour les autres examens, là vous voyez par exemple que l'échocardiographie ne figure pas parmi les examens systématiques à demander à leur recherche d'atteinte cible, mais là effectivement certains examens comme l'échocardiographie n'est pas indiqué systématiquement, sauf si le patient il se plaint de dyspnée d'effort ou si on trouve de l'hypertrophie ventriculaire gauche à l'électrocardiogramme. L'échodoppler du transsopra aortique, la même chose, il n'est pas indiqué de façon systématique, sauf en la présence d'un souffle où il y a des signes d'appel. Donc là, ce tableau résume les examens complémentaires systématiques à demander. Les autres, c'est au cas par cas. Donc, ce bilan initial et cette évaluation d'atteinte d'organes cibles est une étape primordiale pour évaluer le risque cardiovasculaire du patient hypertendu. Cette étape sera abordée dans un prochain épisode et finalement, je remercie mes deux invités, professeur Abid et professeur Zdiri, pour toutes ces explications et clarifications. Et je termine par le take-home message, avec comme premier message, l'HTA est une pathologie fréquente, grave, souvent asymptomatique, d'où la nécessité des programmes de dépistage. Deuxièmement, le diagnostic doit être posé par des mesures répétées de la pression artérielle, au mieux par l'automesure au LAMAPA, si c'est possible. L'HTA est définie par une PAS supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Quatrième message, les principales indications de l'automesure et de l'AMAPA sont la confirmation du diagnostic de l'HTA, l'HTA blouse blanche et l'HTA masquée. Cinquième message, l'automesure et l'AMAPA permettent une meilleure prédiction d'atteinte d'organes cibles et des événements cardiovasculaires. Et enfin, un bilan initial systématique doit être effectué afin d'évaluer l'atteinte d'organes cibles et ainsi le risque cardiovasculaire et de suspecter une HTA secondaire. Au revoir et au prochain épisode avec la STC CCV Educational Channel.